Comme vous le savez, nous sommes dans une situation de Covid et comme nous vous l'avons dit depuis le début de cette aventure Covid, nous sommes fermés au public, mais nous restons très près de vous avec des contenus, avec des programmes que nous vous proposons depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas les citer, tout ce que nous avons déjà fait, vous l'avez vu en ligne. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de recevoir quelqu'un qui va nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, c'est le streaming. Comment faire pour générer des ressources en ligne. Le streaming, on en parle beaucoup aujourd'hui dans le milieu de la musique, dans le milieu du showbiz, mais moi qui suis dedans, je dois vous avouer que je m'y perds quelquefois. Nous avons invité quelqu'un pour nous parler de streaming. Il s'appelle Soli, des gâteaux créatifs. Et aujourd'hui, nous allons l'écouter. Je vais j'ai failli dire bêtement lui poser quelques questions que vraiment pour vous montrer que je n'y connais rien, je vais poser des questions. Et les gens de Abobo disent des questions bêtes. Et j'espère qu'il va avoir des bonnes réponses qui vont me permettre à partir de maintenant de connaître ce que c'est que le streaming et surtout de le pratiquer et de recevoir de temps en temps de revenir là-dessus. Alors, bonsoir Soli. Bonsoir Zé, merci. Merci pour cette opportunité-là d'échanger, pour cette opportunité de partager quelques recettes pour justement apprendre sur certains aspects qui sont importants maintenant qu'avec le Covid, les activités sont complètement chamboulées dans le secteur culturel. Internet aujourd'hui est devenu, l'était déjà, mais c'est vraiment devenu incontournable pour arriver à rester à flot. Donc le streaming dont on va parler aujourd'hui fait partie de ces outils ou de ces moyens et j'espère justement qu'à la fin de cet échange qu'on aura... Y aurait-il un nom français sur le streaming? Ah oui, bonne question. Comme on fait tellement d'anglicisme, je dirais que... Bon, alors... Quand vous l'aurez défini, je vais inventer si quand vous l'aurez défini, je trouverai le mot en français qu'il faudra. Mais en même temps, c'est une bonne question parce que ça permet de comprendre ce que c'est technologiquement. Le stream, ça veut dire le flux. En fait, c'est le fait de ne pas posséder physiquement ou même de manière digitale dans son téléphone, par exemple, le contenu qu'on écoute. Autrement dit, en fait, c'est exactement comme, et je vais prendre une référence que les gens connaissent bien, comme YouTube. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube que vous pouvez consommer en allant sur le site de YouTube, mais qui ne sont pas dans votre téléphone, qui ne sont pas dans votre ordinateur. Donc, tout ce qui est stockage ou disque dur n'est plus à considérer, puisque dans tous les cas, c'est ailleurs. Ça ne fait que venir transiter un flux qui vient dans mon outil, le téléphone ou qu'est-ce que j'utilise pour écouter, et puis ça passe et ça va. Donc, je ne le possède pas vraiment, je le loue en quelque sorte. C'est ce que le streaming veut dire. Et c'est ça la consommation en fait qu'est le streaming. Autrement dit, on a dans son téléphone la possibilité ou un accès à un catalogue. Je vais pas dire infini, mais à tout le catalogue possible à l'intérieur, sans que ce soit dans notre téléphone même, sans qu'on ait à acheter, à payer la pièce même, le CD. Un peu comme les courriers Outlook qu'on reçoit et qui sont logés ailleurs. Exactement. Un autre serveur et voilà. Exactement. C'est pas logé chez nous, c'est logé justement au niveau de la société, qu'il s'agisse de Spotify ou qu'il s'agisse de Deezer, parce que je veux pas faire de plus spécifique pour l'un ou l'autre, qu'il s'agisse de YouTube comme j'ai parlé tout à l'heure. Même de SoundCloud, et ça m'amène en fait à expliquer un peu l'historique de la consommation de la musique. C'est important à comprendre. Pourquoi on en est arrivé là au streaming et à quoi ça répond. Parce qu'en vérité, l'offre répond à la demande. Initialement, si je veux commencer par là, la première offre de musique domestique, donc chez soi, c'était le vinyle. Le vinyle apporte effectivement une très bonne qualité de son, même si c'était un format en termes de durée qui était réduit, parce que le vinyle ne pouvait prendre qu'une certaine durée, d'où les albums avaient une certaine durée, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Mais la problématique du vinyle a été que on pouvait écouter la musique chez soi, mais on ne pouvait pas se balader avec un vinyle dehors, je veux dire. Ça fait que la consommation de la musique était très sédentaire. On ne pouvait pas se déplacer avec. La réponse à ça a été la cassette.
on a commencé à mettre sur des bandes, sur des cassettes, la musique. Sauf que ça diminuait la qualité du son. Donc la qualité du son sur une cassette n'est pas aussi bonne que celle d'un vinyle. Et ça avait l'avantage de nous permettre d'être nomades. Mais le problème de la cassette a été relevé à un moment donné, à savoir, j'ai un album de 10 titres, mais j'aime surtout le 4e morceau. Qu'est-ce que je faisais? Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais un stylo, je tournais la cassette comme ça. Autrement dit, il fallait que je revienne. C'est difficile de sélectionner le morceau que je veux. Ouais. Donc, et aussi des fois, vous aviez la bande qui pouvait tourner. Donc, ça faisait qu'on est passé à un autre mode de consommation, qui a été le CD. Le CD nous permettait, lui, de choisir exactement le morceau qu'on voulait. Ça nous permettait toujours d'être nomade, de se balader avec la musique. Sauf que on a commencé à apprécier, par exemple, pas un album en entier, mais juste tel morceau et tel autre morceau de tel autre album et tel autre morceau de tel autre album. Autrement dit, on n'avait plus la volonté d'acheter un CD entier de 10 titres pour simplement 2 titres qu'on aimait bien. Donc ça nous a fait basculer à quoi? Au MP3. On a commencé à faire des MP3 parce que là on pouvait aller choisir exactement ce qu'on voulait comme morceau, exactement tel morceau, exactement tel autre morceau. Le seul problème, parce que c'est justement toujours ça, solution, problème qui fait l'évolution. Le problème ici, c'était que sur les premières plateformes de MP3, des plateformes souvent de piraterie, Napster à l'époque, on pouvait avoir par exemple le titre d'un morceau. Je vais dire par exemple, bon, comme je suis un artiste, je vais prêcher pour ma propre chapelle, le titre de Soli Tout le temps bien. On pouvait aller le télécharger sur Napster, mais une fois que c'était téléchargé dans notre ordinateur, on se rendait compte que non, c'était en fait plutôt un morceau de l'album de Zier. Donc on n'avait pas une assurance de la qualité, de la conformité de ce qu'on voulait. C'est là qu'est né des plateformes telles que iTunes, qui nous permettaient d'avoir une assurance quant à ce qu'on va acquérir. Sauf que, et c'est maintenant qu'on a eu cette problématique-là qui nous a amené au streaming, sauf que ça faisait que plus votre catalogue grandissait, plus vous aviez besoin d'espace. Parce qu'un MP3, ça prend de l'espace. Plusieurs MP3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il fallait des disques durs, donc à la fin on se retrouvait à ne plus à avoir tellement de musique qu'on pouvait même pas on pouvait pas la consommer en entier. Et est venu donc maintenant le streaming, qui est comme une sorte de location, où c'est un modèle où très souvent on paye pour l'écoute, que ce soit par un abonnement mensuel ou un abonnement journalier en fonction, on paye pour l'écoute et l'accès à tout un catalogue de musique. Donc on n'a plus besoin de l'avoir dans notre téléphone, dans notre disque dur. On a juste besoin de payer un accès et puis on y a accès, on peut le consommer. C'est comme ça donc que solution, problème, nous ont amené au streaming aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce sera demain comme mode de consommation, mais il est certain que c'est difficile qu'on reparte en arrière. C'est pour ça qu'il faut que les artistes et les créateurs de contenu audio, parce que c'est pas juste pour les chanteurs, le streaming, c'est aussi pour les conteurs, c'est aussi pour ceux qui font des podcasts, c'est aussi pour ceux qui font des livres audio, il faut qu'ils aillent vers le streaming parce que c'est le mode de consommation adopté aujourd'hui. Mais ça, c'est les artistes en général. Vous avez cité les conteurs, vous avez cité les musiciens. Mais moi, en tant que simple mélomane, en quoi ça peut m'être utile d'aller au streaming? Mais c'est utile parce que déjà, avant même j'ai pris cet exemple-là de YouTube. YouTube, c'est déjà du streaming. Même si c'est du streaming vidéo, c'est déjà du streaming. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez une base, un catalogue infini de contenu. Donc en allant sur du streaming, moi en tant que, pas artiste, mais en tant que mélomane, je vais sur une plateforme de streaming. J'ai un abonnement sur une plateforme de streaming parce que c'est aujourd'hui l'accès qui me permet à tout moment, dès que je pense à quelque chose, dès que je pense à une mélodie, dès que je pense à un artiste, d'avoir la capacité d'aller écouter tout son catalogue. Alors qu'avant, il aurait fallu que j'aille dans une boutique, chez un disquaire, trouver son disque. Est-ce qu'il serait là en stock? Est-ce que donc pour moi, ça me donne un accès à
un catalogue infini en fait, un catalogue infini. Et je peux donc justement écouter aujourd'hui tous les albums de Bob Marley, je peux écouter tous les albums de Michael Jackson, François Louga, je peux écouter tous les albums de Baïs Pinto, dès lors que ces artistes-là se sont mis sur la plateforme de streaming et y ont mis vous avez dit. Ça veut dire que c'est volontaire de la part de l'artiste de s'y mettre. Exactement. Ou de la part de quelqu'un d'autre qui pourrait l'y mettre. Parce que je viens de citer des gens qui ne sont plus et qui pourraient mettre qui a le droit d'inscrire ou de mettre sur la plateforme. Qui a le droit, pour répondre à cette question terre à terre, ce sont les ayants droit. Ce sont les ayants droit. Ça, je veux dire, je peux pas, moi, de mon propre chef, aller mettre un album de Baïs Pinto sur la plateforme de streaming payante. Je sais que certains le font sur YouTube, mais je vais pas parler de YouTube. Certains le font sur les plateformes payantes. Je dois être l'ayant droit. Parce qu'en fait, il y a une rétribution derrière. Donc je ne peux pas me faire l'ayant droit de quelqu'un, c'est une malversation. Dans le cas de Baï est là, donc lui-même il doit le faire. Lui-même il doit le faire. Mais ceux qui ne sont pas là, c'est les ayants droit qui doivent solliciter et inscrire ces... Exactement, exactement. Et ça fonctionne pas juste pour les musiciens, ça fonctionne aussi pour ceux qui font du théâtre. Donc si vous avez l'audio des théâtres, ça fonctionne pour les conteurs, ceux qui racontent des histoires, ça fonctionne pour eux. Donc c'est l'ayant droit, c'est souvent le label et cette mise à disposition, cette mise sur les réseaux, sur les plateformes de streaming se fait très souvent soit en direct, soit en passant par, soit en direct, soit par le label avec qui on est, soit si on a un artiste autoproduit par des sociétés qui sont des agrégateurs ou des distributeurs numériques. Oui, mais on peut mettre, je mets mon produit en streaming, mais je gagne quoi? Qu'est-ce que je pourrais y gagner? Parce que c'est ça l'essentiel. Oui. Bon, il y a deux types de revenus. Il y a des revenus directs, il y a des revenus indirects. Bon, on arrive déjà à ça. En termes de revenus directs, il faut se le dire, juste un stream ne ramène pas beaucoup de sous. À partir du moment où on parle de milliers de streams, là, ou de centaines de milliers de streams, là, ça commence effectivement, en termes de revenus directs, à apporter suffisamment de royauté. Suffisamment de royauté. Ça, c'est en termes de revenus directs. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui pour les artistes qui débutent, pour des artistes qui ne sont pas avec de gros labels, parce que c'est surtout eux encore là qui se font la grosse part du gâteau, c'est surtout les revenus indirects. Et les revenus indirects sur les plateformes de streaming sont énormes. Les revenus indirects, c'est quoi? C'est déjà développer son audience. Aujourd'hui, l'avantage des plateformes de streaming, c'est de pouvoir mettre tous les artistes à la même échelle. Quelqu'un qui est un mélomane, qui aime un certain style de musique, peut basculer d'un artiste hyper connu sur la scène internationale, dans une sélection par exemple, peut basculer de cela directement à vous. Donc si vous faites un morceau qui a ce potentiel-là, vous pouvez voir en fait 1000, 10 000 personnes tout d'un coup s'intéresser à ce que vous faites. Donc ça peut pas au-delà des streams et donc du revenu que cela va apporter, ça peut vous ouvrir à des opportunités de tournée. Parce que Spotify va vous donner des statistiques vous permettant de savoir où sont les personnes qui vous écoutent. Ça fait 2 fois que vous parlez de Spotify. C'est quoi ça encore? Très bien. En fait, Spotify, c'est une de ces sociétés qui fait du streaming, qui offre une application de streaming aux mélomanes. Donc, on va trouver Spotify, on va trouver Deezer, on va trouver Apple Music, on va trouver Tidal, on va trouver Boomplay, qui est africain, qui est nigérian. En Côte d'Ivoire, il y a un nouvel acteur depuis peu qui s'appelle Wow. Également. Voilà. J'avais vu un autre truc, j'ai oublié son nom, c'est Africa, quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi, pour parler d'Afrique, il y a aussi Weibo. Weibo, je ne sais pas si je prononce bien, Weibo, c'est sénégalais. Il y a Zikplay. Également. Maintenant, on a voulu se concentrer sur Spotify. Mais là, c'est quoi? Ce sont des distributeurs? Non, ce sont des applications de streaming. Ce sont des applications de streaming, c'est-à-dire que elles sont à voir comme une application que vous mettez sur votre téléphone, où vous pouvez payer un abonnement mensuel pour avoir accès à tout le catalogue
que des artistes avec qui ils sont en contrat ont accepté de mettre. C'est un peu comme une boutique entre guillemets. Là, je vais mettre mes produits, mes vinyles dans une boutique, quelqu'un vient acheter. Exactement. Moi, j'enlève ma part et je donne la part de l'artiste. Exactement, c'est ça qu'ils font. Donc eux, ils se trouvent au milieu, un intermédiaire. D'un côté, vous avez les artistes qui ont accepté et signé avec eux pour pouvoir y mettre dans leur catalogue leur musique, et de l'autre côté vous avez les utilisateurs comme nous qui voulons écouter de la musique et qui avons choisi leur application à eux pour y avoir accès. Freddy, ce qui nous perturbe, nous qui allons et qui ne sommes pas très très cotés, futés dans ce domaine-là, c'est qu'il y en a plusieurs, vous en avez cité plusieurs. Donc là, vous venez de me parler de Spotify, vous avez parlé de Waouh qui vient d'arriver, mais pourquoi on prendrait plutôt Spotify que les autres? Je n'ai pas dit de les dénigrer, mais au moins, quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres pour que nous, on sache vers qui aller finalement? Bien, en fait, c'est un choix qui n'est pas à faire. Moi, personnellement, et bon nombre d'artistes, au moins 90% des artistes, ne choisissent pas s'ils vont aller plutôt sur tel ou sur tel autre. Quand ils vont décider d'être distribués, ils décident et ils cochent toutes les plateformes possibles. Donc, lorsque l'on sort un produit, un album, un single ou quoi que ce soit, on choisit auprès de nos distributeurs d'être diffusé. On choisit en fait où on sera distribué, où on sera diffusé. Et on préfère choisir toutes les plateformes possibles parce que chaque plateforme nous donne l'opportunité d'une certaine audience. Donc pourquoi réduire cette audience? Ceux qui choisissent de le faire, souvent ce sont des grands artistes qui ont certains intérêts qui sont autres que les nôtres avec une de ces plateformes et qui décident uniquement d'avoir leurs produits dans telle plateforme pour en fait, en quelque sorte, faire bouger leur audience vers cette plateforme-là. Par contre, si je peux tourner la question différemment, il faut bien que les artistes sachent que mettre leurs morceaux en ligne, mettre leur musique en ligne, ne veut pas se faire directement. Ils peuvent pas aller de gré à gré avec tout ce qu'on a cité, Spotify, Deezer, etc. Donc ils passent par un intermédiaire qui est un distributeur numérique, ou si vous voulez un agrégateur numérique. Donc il travaille avec lui et lui diffuse votre musique. Et c'est dans le choix de ce distributeur ou de cet agrégateur-là qu'il faut faire très attention. Savoir les comparer pour savoir qu'est-ce qui nous amène, lequel a tel avantage et tel inconvénient, et choisir. Dans quoi il travaille, quelle est sa ligne éditoriale, qu'est-ce qu'il fait mieux? Exactement. Qu'est-ce qui nous donne comme élément de statistique? Exact. Tout à l'heure, j'ai dit Spotify va vous donner les régions où vous avez de l'audience. Spotify va vous dire quel morceau est le plus écouté et recherché. Mais derrière, l'agrégateur aussi peut vous donner certains éléments. Puisque c'est l'agrégateur qui vous paye en fait aussi. Est-ce que c'est l'agrégateur qui fait la redistribution des fonds collectés? Est-ce que cet agrégateur-là, comment il va vous régler? Est-ce qu'il vous règle par virement bancaire? Est-ce qu'il vous règle par méthode électronique? Est-ce que les moyens qu'il utilise sont des moyens que vous avez? Parce que bon, c'est déjà arrivé, certaines personnes qui ont eu à mettre leur musique en ligne, à générer des recettes, mais à ne pas pouvoir récupérer ces recettes parce que c'est bloqué quelque part. Exact. Ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas de lien entre lui et il n'y a pas de lien voilà, exactement, de lien bancaire. Donc, tous ces aspects-là sont importants. Il faut les connaître. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais même la stratégie que l'artiste a en termes de sortie de produits, de projets, ça doit revient, aller de pair avec son distributeur. Si on n'est pas en ligne, ça revient au même système. Vous choisissez soit un producteur, vous choisissez un manager, et tout dépend de comment ce dernier travaille pour mettre votre produit en ligne ou face au public, à la consommation. Je crois que c'est toujours le même système. C'est ça. Si vous ne choisissez pas la bonne personne, il peut être bien pour certains types de musique, ne pas l'être pour d'autres. Mais pendant qu'on est là, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent nous poser directement des questions. Ces questions seront relayées et je pourrai sur le plateau les poser ensuite. Donc, nous, on continue, mais vous pouvez nous envoyer vos questions et on va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Super. Donc, on y va. Donc, est-ce que le streaming est disponible pour nous, les Africains, en général? En général, je dirais, d'un point de vue utilisateur, oui, il y a de plus en plus de plateformes qui attaquent ce marché. Parce que
L'Africain, très souvent le jeune, parce que on dit que la population africaine est à majorité jeune, aime la musique. Donc il y a ce besoin de musique. Mais aujourd'hui la stat montre que l'utilisation du streaming, on fait de l'utilisation du streaming, on fait beaucoup de streaming en termes d'utilisateurs, de mélomanes, mais c'est surtout du streaming avec des plateformes gratuites. Le streaming que l'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur YouTube. On va aller sur YouTube pour écouter des albums. On va aller sur SoundCloud pour écouter des albums. Mais ce sont des plateformes gratuites dans le sens où c'est gratuit en termes d'accès pour le mélomane, mais aussi c'est quasiment gratuit, voire gratuit pour l'artiste. Donc en vérité, bon, par ces plateformes-là, l'artiste ne gagne rien de manière directe, mais encore une fois, il gagne de manière indirecte. Il peut développer sa popularité, que après derrière, il saura comment transformer, mais il ne gagne pas directement en termes de, il y a 1000 personnes qui m'ont écouté, ça va faire 1000 fois un franc, etc. Je vous arrête, je veux dire, nous sommes dans une position où l'artiste aujourd'hui n'a pas la possibilité de rencontrer le public pour faire des spectacles en public. Donc on pourrait compter sur ce genre de choses-là. Mais si vous me dites que ça ne gagne pas directement, mais qu'on pourrait peut-être à la suite capitaliser la popularité ou bien le public que ça veut lui rapporter un peu plus tard. Donc sur le plan actuel. Ouais. C'est ça. Sur le plan actuel, non, c'est difficile. Okay. Sur le plan actuel, c'est difficile. Il faut avoir des stratégies en place, mais ce sont des stratégies, comme j'emploie ce terme-là, ce sont des stratégies à deux coups. C'est pas une stratégie à un coup où on écoute et tout de suite derrière il y a quelque chose. Non, c'est à deux coups. C'est on écoute. Donc les gens maintenant sont intéressés par ce que vous faites et derrière vous pouvez leur vendre des CD, vous pouvez leur vendre. Est-ce qu'il n'existe pas de plateformes qui, comme par exemple, comme les collecteurs de droits d'auteur, dès que quelqu'un a écouté une fois seulement, ça vous rapporte quelque chose. Ça n'existe pas, ça? Si, ça existe. C'est même en place sur toutes ces plateformes, même YouTube, etc. Tant bien, enfin, dès lors que vous avez quand même une audience, mais surtout dès lors que votre contenu est bel et bien enregistré au niveau d'un organe de gestion de droit. Si ce n'est pas le cas, bon, c'est écouté, on va dire gratuitement. Mais il faut bien comprendre que, comme je le disais au départ, c'est à partir du moment où on parle de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vues ou d'écoutes, que ça peut effectivement commencer à générer vraiment du cash flow. Sinon, c'est vraiment, il faut plus le voir comme un outil de popularité, une stratégie de travail pour pouvoir placer son produit, pour pouvoir. Vous êtes beaucoup. Je veux dire, les artistes, il y en a beaucoup de plus en plus. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles formes qui se développent, et c'est ceux qui n'auront pas réussi à enclencher le départ qui se retrouveraient dans 10 ans hors et justement, le Covid est venu pour nous montrer que on pourrait trouver des périodes où on ne peut pas être sur scène. Si on n'est pas sur scène, il faut qu'on continue de vivre. Sinon, on est largué. Exactement. Et j'aime bien ce que vous avez dit, c'est que, en fait, c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Sur le streaming, moi, mon expérience personnelle, ce que j'ai constaté, c'est que les premiers projets que j'y mettais avaient très peu de retours en termes de nombre d'écoutes, de revenus générés. Très peu. Autrement dit, c'était à perte. Autrement dit. Mais au fur et à mesure, en fait, les résultats et l'audience que vous avez ne fait qu'en allant de manière croissante. Ça veut dire que vous sortez un premier morceau, vous avez juste peut-être 2-3 personnes qui s'abonnent, au bout de 3 mois, vous n'avez peut-être que 100 personnes qui ont écouté, voilà. Mais ensuite, quand vous sortez le second projet, vous vous rendez compte que au bout de 3 mois après cette sortie-là, vous êtes passé à 200 personnes qui ont écouté. Donc en fait, vous augmentez votre audience jusqu'à un moment donné où, lorsque vous sortez votre projet, le même jour, c'est déjà 1000 personnes qui ont écouté. Et en fait, ça tourne même lorsque vous êtes en studio ou lorsque vous êtes en création. Donc il faut le voir comme un processus, une construction progressive. Mais une fois que vous y êtes, vous avez placé votre produit sur une plateforme. Comment vous faites pour faire la publicité pour que les gens, vos amis, aillent vous y retrouver? Ah, ça c'est très important. En fait, j'ai essayé justement avec le gâteau créatif de préparer les gens à ça. Il y a des choses très simples, pratiques et rapides à faire. Ces plateformes-là sont comme les réseaux sociaux. Donc la première chose peut-être que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait déjà assurer la base. La base pour moi, c'est s'assurer déjà qu'on a un profil qui est vérifié.
ce genre de choses-là. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais ceux qui nous suivent savent, par exemple, qu'un profil vérifié, c'est un profil avec une croix bleue. Donc déjà, il faut le faire. Il faut avoir accès à ces statistiques sur la plateforme. Ça aussi, c'est important. Ça nous permet de savoir où sont les personnes qui nous écoutent le plus et peut-être aller plutôt creuser là-bas. Je m'explique. Ça ne sert à rien de viser, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginons. Si vous vous rendez compte, disons, de viser toute l'Afrique de l'Ouest pendant 3 mois, si vous vous rendez compte que sur 1 mois, c'est plutôt une audience que vous avez en Côte d'Ivoire et au Togo. Moi, ce que je vous propose, c'est de consolider votre audience dans ces 2 pays. Donc, vous allez d'abord plutôt là-bas. Vous consolidez votre audience là-bas. Quand je dis aller là-bas, je veux dire, vous faites en sorte que partout où vous postez, c'est sur des groupes du Togo, sur des groupes de la Côte d'Ivoire, vous vous accentuez surtout là-bas. C'est cette audience-là qui va permettre, elle, par effet de bord, en parlant donc aux gens autour d'eux, de toucher d'autres personnes et de grandir. Il faut viser petit et grandir, plutôt que de viser large et de ne pas contrôler et d'être perdu dans la masse. Il y a ça c'est la base. Les collaborations. Aujourd'hui, avec la situation du Covid, les collaborations sont quelque chose d'important. On peut collaborer il y a tellement d'outils aujourd'hui, on peut collaborer même en studio. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition le logiciel avec lequel on travaille. Moi, de mon côté ici, je fais le piano, je fais la batterie. Lui, de l'autre côté là-bas, il enregistre le saxophone. On travaille ensemble, collaborer. Et ça m'amène où? Ça m'amène à ensuite sortir les morceaux collaboratif sur la plateforme. Et ce que ça a de bien sur cette plateforme, c'est que quand vous sortez un morceau collaboratif, vous et moi, on a fait un morceau ensemble, et bien ce morceau va apparaître sur nos 2 profils. Ça fait que il aura, un peu comme dans le monde habituel, dans le monde physique, ça veut dire qu'il sera visible. Moi, j'aurai un accès à votre audience, vous aurez un accès à mon audience. Donc ça aussi, c'est un outil pour développer. Il y a des outils aussi très simples que je mets dans la base, ce sont les liens. Moi, ce que je vois aujourd'hui beaucoup faire et que je considère être une erreur, c'est que quand quelqu'un a aujourd'hui un projet qu'il a sur ses plateformes, comme il y a énormément de plateformes, il va vous mettre un lien, il va vous dire Zier, j'ai un nouveau projet, il est disponible. Puis il va vous mettre un premier lien, ça c'est sur telle plateforme, un deuxième lien, ça sur telle autre, un troisième lien. Il va vous mettre 4-5 liens. Donc à la fin, vous savez même pas sur quoi vous devez cliquer parce que vous êtes perdu. Donc il faut déjà aussi concentrer les liens, n'utilisez qu'un seul lien. Et il y a des outils aujourd'hui qui le permettent. Quand vous cliquez sur ce type de lien-là, ça vous ouvre une page où vous avez l'ensemble des distributeurs et chacun choisit en fonction de sa préférence. C'est beaucoup plus simple en termes de communication, beaucoup plus direct en termes de communication. Ça, ce sont des outils. Il y a aussi la publicité, mais ce qui est aussi tout un sujet. Vous comprendrez que je vous pose souvent des questions sur les anglicismes, les playlists. Les playlists, c'est simplement les sélections. Les playlists, c'est les compilations. Appelons ça compilation. Okay. Les playlists, c'est vraiment un outil super puissant sur les plateformes. Tout à l'heure, on parlait de l'historique. Oui. Et on a dit qu'on est passé au MP3 parce que les gens ne voulaient plus avoir tout un CD. Ils voulaient avoir un morceau de tel album, un morceau de tel autre album. Et si vous remarquez, à l'époque, il y avait des CD qui étaient faits où c'était des CD de compilation de, par exemple, les morceaux de, les meilleurs morceaux de tel, les meilleurs morceaux dans un certain style. Exactement. Et les playlists, c'est la même logique. Les playlists, c'est de manière thématique de faire une sélection de morceaux. Et sur Spotify, vous avez 3 types, enfin sur Spotify, je prends toujours Spotify comme exemple parce que comme c'est la plateforme numéro 1, toutes les autres tendent à faire ou à reproduire ce qu'ils font. Donc il y a trois grosses catégories de playlists. Il y a les playlists, on dira les playlists naturelles ou d'algorithmes, parce que les playlists d'algorithmes. La playlist d'algorithme, en fait, pour vous et pour moi, elle est différente. Ça veut dire qu'en fait, la plateforme va regarder, va observer ce que vous écoutez le plus, le type de morceau que vous écoutez le plus, et elle va vous proposer, elle va vous dire, ah, parce que vous avez aimé ça, voici ce que je vous propose. Et ils vont vous faire une sélection, une compilation de morceaux qui sont de manière sonore dans les styles que vous aimez écouter. Il y a les playlists des utilisateurs.
Donc moi, je suis un utilisateur de la plateforme. Je peux faire une playlist spécifique, morceaux pour réfléchir, par exemple, et j'y mets tous les morceaux moi-même. Je vais y mettre les morceaux que j'aime bien pour réfléchir. Et pourquoi pas dans ces morceaux-là, dans cette sélection, mettre 1 ou 2 morceaux qui sont de moi, par exemple. Et il y a les playlists éditoriales qui, elles, sont des playlists qui sont faites par la plateforme elle-même, par des gens qui travaillent, des hommes qui travaillent dans cette plateforme-là et qui vont eux-mêmes, selon des thèmes qu'ils ont choisis, mettre des morceaux. En termes d'audience et de performance, les plateformes des éditoriales sont forcément les plateformes qui ont le plus de personnes qui les suivent. Quand vous êtes positionné sur une de ces plateformes-là, c'est un peu comme le Graal, parce que ça veut dire que ce sont des plateformes qui sont suivies par des centaines de milliers de personnes. Si vous avez en plus une position entre 1 et 5 sur des plateformes de 25 ou de 26, vous êtes sûr que ce sont des millions de personnes qui vont vous écouter chaque jour, donc, qui vont vous découvrir. Donc ça, c'est le Graal. Après, vous avez les plateformes algorithmiques qui, elles, comme c'est un algorithme, c'est beaucoup plus sensible. Ça va s'appuyer plus sur comment les gens se comportent sur vos morceaux. Est-ce que quand je mets votre morceau, je zappe tout de suite? Est-ce que votre morceau, quand je le mets, je l'aime, donc je clique sur un cœur pour dire j'aime? Donc tout ça, ce sont des signaux que la plateforme va lire et savoir que ça veut dire que votre morceau, il est apprécié, donc je lui donne un coup de pouce. Parce que ce que la plateforme veut, c'est qu'on passe plus de temps sur elle. Donc, si votre morceau est apprécié, tout de suite, coup de pouce, coup de pouce, coup de pouce, coup de pouce. Donc, elle va la faire tourner à un maximum de personnes qui sont dans des styles un peu identiques. Et les plateformes, plutôt les playlists maintenant personnelles, comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, playlists pour réfléchir, c'est à moi-même, en tant qu'individu, d'en faire la promotion pour que les gens s'y abonnent et que petit à petit, ça passe d'un abonné à 10, à 100, à 1000. Et puisque je suis au contrôle de cette plateforme, demain, je peux y mettre mon morceau en premier. Et ça veut dire que les 1000 personnes qui me suivent qui suivent la playlist, pas moi, qui suivent la playlist vont aller l'écouter. Donc les playlists, c'est un outil hyper important. Il faut en tant qu'utilisateur avoir sa propre playlist ou ses propres playlists. Bien comprendre qu'il ne faut pas qu'elles soient orientées sur soi. Elles doivent être orientées sur des thèmes pour attirer encore plus. Mais justement, à quoi nous mène une forte audience? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure là, il n'y a pas de gain immédiat, mais ça nous permet d'avoir une audience. Mais une fois que vous avez cette audience-là, à quoi cela nous mène? Ça nous mène déjà à des revenus directs plus importants. Ça permet en fait que vous ayez des milliers, imaginons des milliers d'écoutes. Des milliers d'écoutes, ça se traduit par du revenu. Ça veut dire que chaque fois que vous sortez un nouveau morceau, imaginons, vous avez une fréquence de sortie mensuelle. Si vous avez 1000 personnes qui vous suivent, donc qui sont abonnées, ce qui signifie qu'un minimum de 1000 personnes, dès que vous allez sortir un morceau, vont l'écouter le premier jour. Sachant que en tout cas personnellement, je parle pour mon cas, quand un nouveau projet sort d'un artiste que j'aime bien, je vais au moins prendre le temps de l'écouter 1 fois, 2 fois, voir s'il est sorti le vendredi, je vais passer tout le week-end dans l'écoutant. Donc c'est au moins 5, 6, 7 fois que je l'écoute. Si j'écoute 5, 6, 7 fois, que nous sommes 1000 comme ça, on est à 5, 6, 7 000. Donc ça amène déjà du revenu. Donc une forte audience, ça amène du revenu direct. Ça amène du revenu indirect, parce qu'aujourd'hui toutes ces plateformes font aussi de l'intégration avec d'autres plateformes pour d'autres services pour les artistes, tels que, même si c'est pas trop à l'ordre du jour en ce moment, mais telles que les plateformes de spectacles. Donc ça va permettre si vous avez des gens qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, la plateforme de spectacle va le savoir et va envoyer vers ces personnes-là des notifications en disant il y a un spectacle de tel artiste ici. Ou bien les plateformes de vente de merchandising également, qui vont permettre de dire tel artiste que vous appréciez, voici par exemple le nouveau catalogue de produits qu'il a. Donc ça a surtout une forte audience, c'est revenu direct et revenu indirect. Et c'est aussi, c'est aussi une sorte de, appelons ça preuve dans le milieu, parce qu'aujourd'hui tout ce qui est festivalier, tout ce qui est directeur artistique regarde les résultats sur Spotify. Donc ils vont voir qu'effectivement il y a des gens derrière qui suivent et donc ils seront beaucoup plus à même de dire oui lorsque vous devez mener des activités avec eux.
Ben, nous avons demandé que tout à l'heure qu'on puisse intervenir à partir de la plateforme et j'ai reçu 2 questions que je vais vous poser directement. Je pense que ceux qui ont posé les questions nous écoutent et ils vont avoir les réponses. Super. Alors la première question c'est, je peux mettre en ligne des reprises de morceaux connus que j'ai faits? Oui, mais pour ça, il faut avoir une licence spécifique. J'utilise souvent des termes anglais, mais je vais essayer de les traduire. Non, je voulais c'était pour juste vous... C'est parce que nous sommes à l'Institut français. Oui. Que je vous taquine sur les anglicismes. Non, mais même quand j'écris même mes morceaux, j'aime vraiment rester sur les lignes. Sauf que dans ces domaines-là, très souvent, c'est de la littérature en anglais. Okay. Mais en vérité, en fait, vous devez avoir une licence autorisant reprise de morceaux. Il y a 2 manières de le faire. À l'époque, vous alliez directement identifier qui était l'éditeur, la maison d'édition. Vous écrivez à la maison d'édition. La maison d'édition accepte ou refuse de vous donner l'opportunité ou la possibilité d'utiliser le catalogue, donc les morceaux en question, les paroles. Aujourd'hui, vous avez des sites internet qui vous permettent, qui font cette interface-là et qui vous permettent, après avoir entré le morceau que vous voulez reprendre, eux ils font la recherche et ils reviennent à vous avec le coût de la licence d'exploitation. Vu que la question est posée sur la page, j'irai en bas de cette question-là pour mettre aussi le lien de ce type de site-là. Donc c'est possible. Parenthèse, je prêche pour ma propre chapelle. Oui. J'ai un morceau ainsi qui est une reprise de Where's the Sunshine, de Ain't No Sunshine de Bill Withers. Donc Where's the Sunshine, chanté avec, je lui fais un clin d'œil, Santé. Et justement, pour pouvoir le faire, nous avons pris une licence de reprise qui nous a été accordée. Très très bien. Donc c'est possible. La deuxième question c'est, y a-t-il des plateformes plus en faveur des droits d'auteur que d'autres? Parce que vous avez dit, il y a plusieurs plateformes. Ouais. C'est comme les lieux de diffusion de la musique et de la culture en général. Il y a des lieux qui sont en relation avec les sociétés de collecte de droits d'auteur. Il y en a qui ne le font pas. Est-ce que sur les plateformes, on a ce même type de rapport avec les droits d'auteur? Bon. En fait, je ne sais pas dire oui ou non. Je ne sais pas dire oui ou non, mais je veux distinguer. Les plateformes aujourd'hui, elles sont à comprendre et à voir comme des distributeurs. Donc eux, ils payent des droits mécaniques. Ils payent des droits mécaniques. C'est la rétribution que vous avez, qu'ils envoient à votre agrégateur. C'est la rétribution directe. Okay. Maintenant, en parallèle à ça, donc chaque fois qu'un morceau est joué, il y a des droits mécaniques, mais il y a aussi des droits d'édition. Comme je ne sais plus très bien le terme, mais il y a des droits d'édition. Mais ces droits d'édition-là dont on parle ne sont pas collectés, enfin, pas qu'ils sont pas collectés, ils sont contenus dans un pot donc qu'a le distributeur, mais vous devez vous-même faire la demande pour aller les récupérer. Je m'explique. Si par exemple votre morceau est joué, disons 100 francs CFA, votre morceau est joué, c'est ce qu'on doit avoir. Le montant qui correspond aux droits mécaniques est tout de suite rétribué et renvoyé vers votre distributeur qui, lui, diront à votre compte. Mais de l'autre côté, il y a votre éditeur qui aussi doit aller faire la demande pour récupérer les fonds que la société, que Spotify ou YouTube, etc., conserve également pour vos royautés d'édition, pour vos droits d'édition. Les distributeurs, aujourd'hui, eux, ils ne distinguent pas. Donc, eux, ils ne font que de manière mécanique, vous envoyer les fonds mécaniques. Par contre, là où il y a, oui ou non, un intermédiaire qui peut faire ce travail, c'est au niveau de l'agrégateur, celui avec qui vous avez un contrat qui pousse ensuite la musique sur l'ensemble des plateformes. Et oui, là par exemple, celui que moi j'utilise, lorsque vous sortez un morceau, il vous demande si vous voulez également qu'il soit gestionnaire de vos droits, de la collecte de vos droits. C'est indépendant de mon enregistrement au bureau de droit d'auteur de mon pays. Mais indépendamment, il me demande si je l'accepte, alors il ira récupérer à la fois mes droits mécaniques et mes droits d'auteur. Donc ce n'est pas Spotify, ce n'est pas Deezer, ce n'est pas Apple Music où on doit, au niveau desquels on doit faire donc justement la distinction et le choix.
Là-bas, il faut être sur toutes les plateformes. Le choix, encore une fois, c'est plutôt au niveau de votre agrégateur, celui avec qui vous signez un contrat pour qu'il mette votre catalogue en ligne dans ces différentes plateformes. C'est un peu technique, mais j'espère que... J'espère qu'on a répondu, mais de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez revoir la question sur la page et peut-être ajouter des éléments de réponse. Tout à fait, tout à fait. En attendant que d'autres questions nous reviennent, je devrais dire, moi, comment le streaming m'ouvre d'autres opportunités en tant qu'artiste. Me faire découvrir plus ou bien plus de monde à mes spectacles. C'est quoi l'avantage pour moi? Bon, le streaming aujourd'hui, prenons même le streaming gratuit YouTube. Récemment, avant toute cette période-là, avant mon dernier spectacle, encore une fois merci ici, j'ai énormément communiqué et mis à disposition ma musique sur le streaming, sur YouTube. Et j'ai pu voir justement que prenons YouTube, hein, mais ça fonctionne aussi avec tous les autres. Mais je dis YouTube parce que c'est beaucoup plus facile et compréhensible. Si dans la description de la vidéo sur YouTube, qui peut être pas en une vidéo parce que ça peut être juste une photo, et le morceau en fait qu'on écoute. Si en bas vous avez comme description venez à mon spectacle à tel endroit, voici le lien pour avoir un ticket. Voilà comment donc le streaming peut attirer du monde à mon spectacle. Les gens ont accès à la musique. Ils voient en bas tout de suite où ils sont, qu'il y a l'opportunité de participer, de vivre un moment avec l'artiste, et ça peut les attirer. C'est pareil donc aussi pour le streaming. Aujourd'hui, en ayant la possibilité de personnaliser votre profil sur ces différentes plateformes, vous pouvez amener les gens vers un lien qui vous intéresse. Donc, ils sont sur votre profil Spotify, ils écoutent vos derniers morceaux, les morceaux les plus populaires, ils cliquent, ça peut les amener sur vos sites web, ça peut les amener sur la page que vous voulez. Donc, voilà comment, en fait, vous amenez les gens dans votre écosystème. Et c'est surtout ça, comme je l'ai dit, ces revenus indirects. Je suis plus à l'aise de parler de ces revenus indirects-là, parce qu'aujourd'hui, la taille et la dimension que j'ai en tant qu'artiste n'est pas encore une dimension où ce sont des millions de vues, des millions d'écoutes que j'ai dès que je sors un morceau. Donc je n'ai pas encore un impact financier majeur. Mais l'impact que je ressens effectivement au quotidien, ce sont les opportunités que j'ai parce que quelqu'un m'ayant vu sur une de ces plateformes-là est allé dans mon écosystème, mon site internet, a passé commande pour un CD dédicacé, a passé commande pour un t-shirt, a pris un ticket de spectacle. Je voulais justement poser la question. Est-ce que le fait que le streaming, ça compense la vente des CD? Ça ne compense pas en termes de sous, que ça va même mais je pense que ça va de pair. Je pense que ça va de pair parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre comment les gens consomment la musique. Il faut comprendre comment les gens consomment la musique. Et ce que moi j'ai constaté, même globalement, hein, pas juste dans l'industrie de la musique, mais c'est que quand les gens ils ont un aperçu, mais qui n'est pas palpable. Quand quelqu'un est vraiment fan et apprécie vraiment, il fait le pas supplémentaire. Et ce pas supplémentaire, pour beaucoup de personnes, ça a été, c'est drôle, hein, mais je réponds d'abord à la question. Ça a été de commander le CD après avoir écouté sur Spotify. Et même, ça amène des choses nouvelles et ça crée une relation nouvelle et particulière avec chacune des personnes qui passent commande. Pourquoi? Parce que sur un CD, vous avez très souvent une sélection de morceaux qui est bien figée. On sait que sur ce CD-là, on va trouver tel morceau à tel morceau, tel morceau à tel morceau sur tel autre CD. Mais parfois, quelqu'un vient sur votre plateforme et sur votre plateforme, il circule sur tout ce que vous faites. Donc, il peut bien aimer certains morceaux que vous avez dans tel album, bien aimer certains morceaux que vous avez sur tel autre album. Et puis, quand il vient commander votre CD, imaginons que vous avez mis à disposition un outil qui lui permet de choisir les morceaux qu'il veut et vous lui faites un CD personnalisé par rapport à son choix. En vérité, quelqu'un est prêt, s'il choisit d'avoir un tel CD, à payer plus cher qu'un CD normal. Donc ce n'est plus une question de quantité. La quantité maintenant c'est sur le streaming, mais c'est une question de qualité.
C'est une question de qualité d'audience. C'est aussi pour ça qu'on voit par exemple que le vinyle, même si bon, ça va pas venir remplacer les choses, mais on voit que le vinyle revient un peu à la mode parce que c'est devenu en fait un outil pour les gens de montrer vraiment leur appréciation pour un artiste. Je commande le vinyle de tel artiste, un vinyle personnalisé, parce qu'effectivement je l'écoute en streaming tout le temps, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aimerais avoir un souvenir. Donc le CD aujourd'hui, moi personnellement mon expérience, il se vend beaucoup plus lors des spectacles. Les spectacles, j'y attire de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas avant grâce au streaming où elles me découvrent. Donc c'est complémentaire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est dans problème et solution. Oui. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, le streaming est en place. On n'a pas encore vu les limites du streaming. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore donc de proposition de solution. C'est ça. Voilà. Donc, je suppose que on est au streaming, mais on a peut-être zappé un support que les gens utilisent beaucoup. C'est les clés USB. La clé USB. Voilà. Ouais. La clé USB, effectivement, problème solution. Qu'est-ce qui sera après le streaming? Je ne sais pas. La clé USB se met dans l'ère du MP3. Parce que la clé USB, en fait, ce n'est qu'un support physique dans lequel j'ai des MP3. Donc la clé USB, si on regarde le marché africain, la clé USB reste un support intéressant. Ça reste un support intéressant. Surtout que l'accès au streaming n'est pas encore si popularisé que ça en Afrique. Donc la clé USB reste un support très intéressant. Personnellement même aussi, que j'ai dans mon catalogue parce que c'est un support intéressant. Oui, okay. Tout à fait. C'est un support intéressant. Donc moi j'invite tous les artistes qui le peuvent à avoir également leur une clé USB de disponible et ça leur permet même, comme je le disais tout à l'heure, de personnaliser l'offre qu'ils vont donner à quelqu'un qui est intéressé, pas juste les morceaux d'un album, mais même une sorte de compilation parce que tel aime bien 5 morceaux ici, 3 là-bas, 4 là-bas, la clé USB le permet. D'accord. Et si nous avons voulu faire cet entretien-là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui devraient le faire mais qui ne savent pas comment le faire. Et vous qui êtes dans le milieu, quel est je veux dire, est-ce que c'est fréquent de rencontrer beaucoup d'artistes ivoiriens surtout qui travaillent avec le streaming? De plus en plus, parce qu'on suit la tendance. Mais j'ai vu beaucoup de gens mettre leur... il peut toujours y avoir plus de monde. Et moi, je milite pour qu'il y ait, que ça se fasse bien. Parce que c'est surtout ça. Parce que aujourd'hui, j'ai des exemples où vous avez des personnes qui se sont mises sur ces plateformes-là, mais elles y vivent une véritable galère. Tout simplement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, elles n'ont pas pris entre guillemets le bon manager pour y aller. Donc moi, au travers du programme Gâteau Créatif, notre idée c'est de partager donc justement l'expérience que nous avons, la connaissance que nous avons, pour que les gens en tirent ce qu'il faut savoir pour faire les bons choix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'artistes sont sur les plateformes de streaming. Mais pour vous dire, et ça ce n'est pas juste la Côte d'Ivoire, le nombre d'artistes qui a au moins un morceau de son catalogue qui a atteint 10 000 écoutes est faible. 90% des morceaux sur les plateformes n'atteignent pas 10 000 écoutes. Tout simplement parce qu'on ne sait pas comment... en fait, on ne maîtrise pas l'expérience de l'utilisateur. C'est d'abord ça qu'il faut avoir pour savoir ensuite comment nous, en tant qu'artistes, donc derrière, allons savoir comment faire notre promotion. Et ça, c'est le plus gros défaut. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont se mettre sur Deezer, vont se mettre sur Spotify, mais n'ont pas d'abonnement dessus, ou n'ont pas eu un abonnement dessus. Donc, ils ne savent même pas comment un utilisateur, en fait, quand je dis à quelqu'un, je suis sur Spotify, je suis sur Deezer, je ne sais pas comment lui dire, je ne sais pas lui dire comment faire pour aller écouter ma musique, si ce n'est en lui envoyant un lien. Non, il faut savoir comment ça s'utilise et c'est ce que nous essayons de vulgariser, comment ça s'utilise, même si quelqu'un n'y a pas accès de lui-même, on les invite à savoir comment s'y mettre, autant les artistes, autant les musiciens, donc même ceux qui font, mais autant les compositeurs, autant les conteurs, parce que moi j'ai eu de très belles expériences à voir sur ces plateformes-là des contes pour enfants, autant ceux qui écrivent des livres, à faire des versions audio, parce qu'aujourd'hui les gens ne lisent plus beaucoup, mais les gens écoutent. Donc on incite vraiment tout le monde à s'y mettre. C'est ça, que tout le monde mette son catalogue, parce qu'aujourd'hui le catalogue peut ne pas être écouté, quoi que ce soit, mais demain il le sera, et c'est tout bénef.
En tout cas, j'allais d'abord vous dire merci pour tout ce que vous nous donnez comme information. Il va nous rester à peu près 5 à 6 minutes. Je vais vous demander de revoir. Nous avons fait d'abord beaucoup de questions-réponses, mais peut-être il peut exister d'autres choses qu'on n'a pas pu explorer. Vous avez 5 minutes pour résumer un peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Tout à fait, merci. Merci déjà. Je vais rapidement voir mes notes pour voir qu'est-ce que... Ah oui, ok. On a parlé de beaucoup de choses. Bon, je vais essayer de pas être trop technique, mais l'erreur aussi que je vois faire, que moi-même je faisais et que je corrige en ce moment, c'est de voir la stratégie il faut voir sa stratégie de sortie. Donc je vais dire les directions artistiques changent à cause ou grâce à ces plateformes. Ce sont des plateformes où l'écoute d'un morceau est comptabilisée à partir de la 30e seconde. Donc tout morceau qui fait moins de 30 secondes, même s'il est écouté, ne compte pas. J'ai fait cette erreur. Le premier morceau d'un de mes albums fait 29 secondes. C'est une introduction. Dans le monde du CD, d'où je viens, c'est normal. C'est une manière de faire rentrer les gens dans l'atmosphère de votre album. Sauf que, quand ce CD a été mis sur la plateforme, si vous avez 1000 personnes qui ont écouté mon album, de bout en bout, c'est comme si j'avais perdu 1000 écoutes. Parce que il y aurait eu 29 secondes écoutées. Donc la direction artistique change. Il faut changer il faut le prendre en considération. La direction artistique pour faire des morceaux pour ces plateformes change aussi dans le sens où aujourd'hui, comme il y a cette question de 30 secondes, ou bien il y a cette question d'algorithme qui va regarder comment les gens réagissent. Est-ce que les gens zappent votre morceau? Est-ce qu'ils cliquent like? Ça signifie aussi qu'il faut des morceaux ou des audios qui, dès les premières secondes, tout de suite, boum, ça rentre. Tout de suite, il y a quelque chose qui attire et qui fait que les gens restent déjà au-delà de 30 secondes. Bien sûr. Et puis cliquent sur j'aime ou ne zappent pas surtout. Parce que quand on zappe trop votre morceau, le système comprend que c'est un morceau qui n'est pas apprécié. Et donc, il va commencer de moins en moins à le présenter aux gens. Donc, un peu comme au départ, avec le vinyle, ça a changé la direction artistique. Il fallait être dans un certain format de durée totale. Le streaming aussi fait que les albums sont avec des morceaux, comportent des morceaux de moins en moins longs. Parce que ça sert à rien de faire un morceau de 7 minutes quand on pourrait avoir 4 morceaux de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et avec des playlists ou des sélections, des tracklists, enfin le nombre de pistes par CD, par album, qui est de plus en plus long. Comme ça, quand quelqu'un écoute un album, c'est un album de 17 pistes, mais en fait, en vérité, c'est simplement parce qu'on veut, entre guillemets, 17 écoutes. Ça peut sembler très orienté, commercial, oui, parce que je veux qu'on m'écoute, mais c'est la direction dans laquelle les choses vont. Une fois que vous avez atteint une certaine masse critique, je peux dire, après vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez, parce que les gens connaissent déjà votre esprit, votre univers, et vous permettent de faire ce que vous voulez. En gros, mettez votre catalogue sur les plateformes en pensant à ça et laissez les choses se faire. Est-ce qu'on doit le mettre tout son catalogue, ou bien il faut sélectionner les œuvres qu'on a sur son catalogue, ou bien on met tout le catalogue en entier? Moi, j'opterais pour une sortie de manière séquentielle, de sorte que chaque fois que je sors quelque chose, j'ai aussi derrière toute une, entre guillemets, campagne de communication. Il faut pas tout jeter à la fois. Il faut pas tout jeter à la fois. C'est surtout pas. Surtout pas. Ces plateformes-là sont plutôt des plateformes qui vont vous pousser, si vous avez un album de 10 titres, à sortir un titre à la fois, voire sortir 5 titres comme ça, avant de sortir l'album. Parce que sinon, en fait, la plateforme a la tendance à mettre en avant un morceau. Donc même si vous avez sorti un album de 20 et qu'il y a 10, 15 pépites dans l'album, elle ne va en présenter qu'une. Donc vous en avez perdu pas mal. Donc c'est mieux de sortir une pépite à la fois, si possible d'accompagner cette pépite là avec toute une campagne de communication, ce que vous pouvez faire hors plateforme de streaming, pour amener les gens là-bas et faire en sorte que chaque fois que vous sortez quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est 10 personnes qui vous écoutent, 20 personnes qui vous écoutent, 30 personnes qui vous écoutent à chaque sortie, et ça augmente de manière linéaire ou exponentielle. Très bien. Donc je vais profiter pour remercier encore une fois notre expert du jour, dire que c'est des choses que nous allons faire de plus en plus maintenant, en attendant qu'on réouvre au public
l'Institut français est là pour vous proposer ce genre d'atelier. Et vous, en ce qui concerne Soli, nous sommes ouverts toujours, comme vous le savez, et on prie tous que la salle réouvre pour que nous voyions le prochain concert de Soli ici. Mais pour les ateliers, on se retrouve sur la page de l'Institut français avec d'autres programmes et avec d'autres projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Continuez de suivre la page, de nous poser des questions. Les réponses, nous allons vous les donner au fur et à mesure dans la page de l'Institut français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.